Est-ce que vous saviez que Berserk est l'un des mangas les plus violents au monde? Ce qui est totalement normal vu le nombre de scènes hardcore qu'il y a dans le manga. Mais si vous n'avez pas encore vu ou que vous avez la mémoire courte, alors laissez-moi vous présenter les pires scènes dans Berserk. Comme d'habitude, nous avons fait une tier list des scènes les plus horribles et on commence ce classement par les réfugiés d'Albion. À la fin de l'arc de la conviction, Guts finit par battre Mosgus en duel, donc il le tue quoi. Et en même temps de cela, Griffiths est en train de se réincarner au sommet de la tour de la conviction. Et du coup, bien c'est le bordel, tout s'effondre et des milliers de pauvres innocents se retrouvent piégés dans la forteresse qui s'écroule. Et face à cette situation, Guts montre tout son héroïsme en se barrant avec Casca sous le bras sans même jeter un coup d'œil en arrière. Pendant que des milliers de personnes hurlent et se font écraser, notre héros se dit dans sa tête, c'est pas mon problème, allez vous faire foutre. Et c'est ça qui est impressionnant dans Berserk, c'est que le héros du manga, le personnage principal, il est pas là pour sauver tout le monde, contrairement aux animés classiques. Guts c'est un mec qui s'en fout de tout. Entre Casca et des milliers d'inconnus, le choix il est vite fait pour lui. Passons maintenant à la grotte des trolls. Changement de décor et plongeons dans l'arc des faucons millénaires où l'on rencontre ces charmantes créatures que sont les trolls. Ces adorables bestioles émergent suite à la fusion partielle du monde astral avec le monde physique. Merci Griffiths. Et quel est leur passe-temps favori? Capturer des femmes dans les villages voisins et les ramener dans leur putain de grotte. Et tout ça pour faire des choses, voilà, pas très catholiques. Bon, je vous épargne les détails, hein, mais voilà, on parle plutôt de scènes de V, si vous m'avez compris. Et franchement, ça doit être l'horreur pour ces femmes qui se font kidnapper. Et le clou du spectacle, on découvre plus tard que ces femmes servent d'hôtes pour leurs bébés trolls, qui finissent par tuer leur mère humaine en sortant de leur ventre. Un peu comme dans le film Alien. Mais bon, Guts arrive et finit par tous les buter. Ces petites bestioles pervers vont manquer à personne. Bon, là, c'était que le début, passons maintenant dans le vif du sujet. En tiercé, en commençant par l'enfance de Guts. Guts est l'un des héros de manga qui a eu la pire vie au monde, et ça on le voit très bien dès l'enfance. Dans un flashback particulièrement sombre qui nous est montré pendant l'arc de l'âge d'or, on découvre que Gambino, le mercenaire qui a adopté Guts après l'avoir trouvé sous le cadavre pendu de sa mère, oui, il est sorti du ventre de sa mère alors qu'elle était pendue. Et Gambino, son entre guillemets père adoptif, va l'élever et apprendre à se battre, mais alors qu'il est âgé de 9 ans, il va le vendre pour une nuit aux soldats Donovan. Et tout ça pourquoi? Pour 3 putains de pièces d'or. Et ce qui suit après est l'une des scènes les plus difficiles à regarder dans le manga, et pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, Guts subit un V par cette espèce de gros chien alors qu'il avait seulement que 9 ans. Bon, après, Guts arrivera à le tuer, bien fait pour lui, et par la suite, il butera aussi Gambino. Non mais c'est un truc de fou quand même. Déjà, à 9 ans, il a vécu plus de traumatismes que la plupart des gens dans toute leur vie. C'est pour ça que Guts a l'une des pires vies dans l'univers du manga. Durant toute sa vie et depuis toute son enfance, il ne subit que des horreurs, et ça doit pas être facile pour lui. Passons maintenant à la chambre d'inquisition de Mosgus. Mosgus, c'est lui, un charmant inquisiteur religieux de l'arc de la conviction. Et quand je dis charmant, bien sûr c'est ironique, parce que ce type est l'un des personnages les plus terrifiants de Berserk. Et pourtant, la concurrence, elle est rude. Et le pire, c'est que c'est pas vraiment un démon, c'est pas un apôtre, c'est juste un humain ordinaire qui croit sincèrement que torturer les hérétiques les mènera au salut. Sa chambre d'inquisition est un véritable temple de la souffrance. Un musée des horreurs où chaque instrument a été soigneusement conçu pour infliger le maximum de douleur sans tuer immédiatement la victime. Enfin, les victimes plutôt, vu qu'il y en a énormément. Et on a eu le droit à une petite visite guidée de cette chambre des horreurs, détaillant méticuleusement chaque méthode de torture. On y voit des victimes se faire bouillir vivantes avec des chaudrons d'huile, d'autres personnes écorchées vives, d'autres se faire étirer le corps, certains sont même démembrés, enfin bref, un vrai spectacle de l'horreur. Et si on rentre dans cette pièce, c'est vraiment très difficile à regarder. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Farnèse, qui avait vraiment beaucoup de mal à regarder, qui détournait le regard, et cette espèce de psychopathe de Mosgus lui a forcé à regarder. Enfin bref, passons maintenant à la suite avec le roi du Midland qui essaye d'agresser sa fille. Et oui, vous avez bien entendu, on passe à une scène qui prouve que dans Berserk, même les humains peuvent être monstrueux. Cette scène particulièrement troublante se déroule après que le roi du Midland découvre la relation entre Griffiths et sa fille Charlotte. Initialement présenté comme un souverain juste et respectable, le roi Julius de Midland sombre dans une folie jalouse après avoir surpris sa fille dans les bras de Griffiths. Et sa première réaction est de faire emprisonner et torturer Griffiths, le réduisant à l'état de déchet humain. Mais sa folie ne s'arrête pas là du tout. Une scène qu'on voit dans le manga mais pas dans l'anime. Une nuit, il se rend dans la chambre de sa propre fille Charlotte, avec des intentions qui deviennent rapidement évidentes. Pendant qu'elle est encore en train de dormir, lui, ce gros psychopathe, s'approche lentement, monte sur le lit et tente de faire... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est ultra dérangeant, c'est quand même son daron, quoi. Et le pire, c'est qu'ils sont grave détaillés dans le manga. Des images qu'on est obligé de flouter. Mais bon, heureusement, Charlotte finit par le repousser violemment. Elle lui a lâché son plus gros high kick dans sa gueule. Et cet incident laisse des cicatrices psychologiques profondes sur Charlotte, qui s'enferme pendant des semaines après cet événement. Quand il avait surpris Griffiths avec sa fille, on pensait juste qu'il avait le seum, mais en fait, c'était vraiment par pure jalousie. C'est vraiment une sombre merde quand même, sa tête là. Passons maintenant en tier B avec le massacre de Wyald et les chevaliers du chien noir. On y est, on passe maintenant à Wyald, un apôtre à l'apparence simiesque et au comportement vraiment sadique qui va vous faire comprendre que Berserk, c'est pas un manga pour les enfants. Ce psychopathe dirige les chevaliers du chien noir et poursuit la bande du faucon après la libération de Griffiths. Et franchement, c'est l'un des personnages les plus détestables de toute la série. Sa devise à lui, elle est très simple, tuer,
et profiter. Il n'a pas d'autre motivation que de satisfaire ses pulsions les plus bestiales. Sa brutalité est mise en évidence quand il massacre joyeusement un village entier d'innocents sur son chemin. La scène est d'une violence rare, même pour Berserk. On y voit des villageois torturés, plantés et décapités. Au passage, il en profite aussi pour une femme qu'il va mutiler par la suite pour servir de porte-étendard, la plaçant empalée sur une pique à l'avant de sa troupe. C'est là que tu comprends que ce mec il est complètement taré. Et après ces petites escales d'horreur, il finit par retrouver la troupe du Faucon. Tout d'abord, il tente d'agresser Casca. Comme d'habitude, il essaye de... Voilà, vous m'aurez compris. Mais pile à ce moment-là, Guts intervient pile au bon moment. Elle était à 2 doigts de finir comme la villageoise massacrée juste avant. Et pour sauver Casca, Guts, notre héros, lui a coupé le sans pitié le mec. Et par la suite, leur combat entre Guts et Wild est particulièrement violent. Guts arrive à prendre le dessus à un moment, mais à un moment donné, il commence à révéler sa véritable forme d'apôtre, et il n'arrive malheureusement pas à le tuer à ce moment-là. Mais on le retrouve plus tard face à la troupe du Faucon, qui arrive à capturer Griffiths, mais bon, par surprise, il se fait éclater par Zod, un autre apôtre, qui à ce moment-là protège Griffiths, et il lui arrache littéralement la tête et la colonne vertébrale d'un seul coup. Passons maintenant à l'une des scènes les plus tragiques de l'âge d'or, quand Guts tue accidentellement l'enfant de l'archiduc. À ce moment-là, Guts est envoyé par Griffiths pour assassiner Julius, le frère du roi et général du Midland, qui avait précédemment tenté d'empoisonner Griffiths par jalousie. Cette mission représente un tournant dans la relation entre Guts et Griffiths, car c'est la première fois qu'il utilise Guts pour une mission aussi moralement ambiguë. Infiltrant le château de nuit, Guts accomplit sa mission avec l'efficacité d'un assassin professionnel. Il trouve Julius et l'élimine simplement et proprement. Ça va, c'était pas une scène qui était ultra violente, c'était juste une exécution froide. Bon, moralement c'est déjà assez discutable, mais la véritable horreur arrive juste après. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, Guts entend quelqu'un approcher dans le couloir sombre. Et donc, par réflexe et par instinct de survie, il transperce cette silhouette avec son épée, pour découvrir avec horreur qu'il s'agit du jeune Adonis, le fils de Julius, un garçon innocent d'environ 12 ans. Et quand Guts réalise qu'il a tué qu'un simple enfant, il est dégoûté. Et c'est normal, et nous aussi d'ailleurs. En tant que spectateur, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et ce qui rend cette scène particulièrement déchirante, c'est la façon dont le garçon, dans ses derniers instants, cherche la main de Guts comme un réconfort, qui rappelle à Guts son enfance traumatisante. Guts, qui a tant souffert enfant, devient maintenant celui qui inflige la souffrance à un autre enfant. Mais malgré qu'il soit fortement confus et triste pour le garçon, Guts doit fuir immédiatement du château, poursuivi par des gardes, sans même pouvoir accorder au garçon une mort digne ou exprimer ses remords. Et plus tard, on voit Guts seul, vomissant de dégoût et de culpabilité, hanté par ce qu'il a fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à remettre sérieusement en question sa place dans la bande des Faucons, et surtout de son rôle en tant qu'épée de Griffiths. Enfin bref, cette scène est particulièrement troublante, et nous met directement dans le bain du manga qui est Berserk. Et passons maintenant à la scène suivante, entre Guts et Casca. Après l'éclipse, Guts voyage avec Casca, qui est désormais mentalement régressive suite au traumatisme de l'éclipse, et d'un coup, Guts commence à l'étrangler pendant son sommeil. Comme ça, possédé par cette entité malveillante. La scène est d'autant plus troublante que Casca est complètement sans défense, dans un état mental similaire à celui d'un enfant, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Les mains de Guts se serrent autour de son cou, et on voit dans son regard qu'il n'est plus vraiment lui-même. C'est comme si quelque chose lui avait pris le contrôle. Heureusement, Casca parvient à s'échapper temporairement, mais elle tombe sur un groupe d'hommes. Et ces personnes-là ne lui veulent pas du bien, comme d'habitude. Ces espèces de connards sont affamés, et bon, comme d'habitude dans Berserk, ils essaient de l'agresser. Mais les instincts de guerrière de Casca les poussent à les tuer, comme à l'ancienne. Mais quand Guts la retrouve, elle l'attaque par peur, ne reconnaissant pas en lui son ancien compagnon d'armes, et c'est là que la bête des ténèbres prend presque totalement le contrôle, poussant Guts à mordre violemment la poitrine de Casca jusqu'au sang. La scène est d'autant plus perturbante que Guts est censé être celui qui protège Casca, et le voilà qui devient son agresseur. On voit cette masse noire aux yeux rouges flottant derrière Guts, murmurant à son oreille, le poussant à commettre des actes qu'il regrettera. Et durant cette scène, on voit même une hallucination où Guts a coupé la tête de Casca et l'a déchiquetée. Franchement, voir le héros sur le point de violer celle qu'il aime, c'est pas franchement la joie. C'est un moment où le lecteur est forcé de confronter le fait que Guts, malgré toutes ses qualités, a aussi un côté monstrueux en lui. C'est Puck qui arrive à temps pour ramener Guts à la raison. Enfin bref, parlons maintenant de l'arc des enfants perdus avec Rosine. Rosine est une jeune apôtre à l'apparence d'un elfe géant aux traits insectoïdes, qui a créé un royaume tordu où elle transforme des enfants kidnappés en pseudo-elfes. Cet arc se situe après l'éclipse, et c'est l'un des plus troublants du manga. Et ce qui rend cet arc particulièrement horrible, c'est le contraste saisissant entre l'apparence féerique de son domaine et la réalité brutale qui s'y cache. À première vue, le royaume de Rosine ressemble à une illustration de conte de fées, avec des créatures ailées qui volent joyeusement au-dessus d'un paysage idyllique. Mais cette façade enchanteresse cache une réalité bien plus sombre. Les enfants transformés s'entretuent dans un jeu sadique qui imite la guerre des adultes. Ils se décapitent entre eux, ils s'éviscèrent, se démembrent les uns les autres avec des rires d'enfants innocents, ne comprenant pas la gravité de leur situation. C'est juste un jeu pour eux. En plus de ça, leur métamorphose est plutôt dégueulasse. Elle implique littéralement d'être fondus dans des cocons avant de renaître sous forme d'elfes. Ah oui, et j'ai oublié de dire qu'ils se
entre eux, comme si ça ne suffisait pas déjà. Et Rosine, elle était elle-même une simple petite fille vivant dans un village de paysans perdus dans les montagnes. Victime de maltraitance familiale, son père était un alcoolo et il la battait régulièrement. Et sa mère restait passive face à cette violence. Et elle était obsédée par un conte de fées sur les elfes que lui racontait sa mère dans les rares moments de tendresse. Et quelques jours plus tard, elle erre dans une forêt toute seule et elle trouve Béélite. Et elle active involontairement l'artefact, lui donnant la possibilité de devenir un elfe en échange du sacrifice de ses parents. Et elle a pas du tout hésité une seule seconde. Et c'est comme ça qu'elle s'est transformée en apôtre. Et elle finit par se battre contre Guts, et leur combat est d'une extrême violence. Guts finit par cramer tous les cocons d'elfes en développement, détruisant ainsi la future génération de ces créatures torturées. Puis il affronte ensuite Rosine dans un duel aérien épique. Et tout ça pour planter son épée géante dans l'abdomen de Rosine. Et juste après ça, il utilise une bombe pour la faire exploser de l'intérieur. On va pas se mentir, sa mort elle est plutôt violente. Guts il a pas du tout fait ça bien. Et le pire c'est qu'elle était même pas présente pendant l'éclipse. Il avait pas spécialement besoin d'être aussi violent avec elle. Mais bon, ça reste quand même une enfoirée de première. Passons maintenant à la catégorie au-dessus en tier A, en commençant par l'attaque du bouc. Dans l'arc de la conviction, on assiste à une séquence particulièrement perturbante qui se déroule pendant un rituel orgiaque, je vais pas vous faire un dessin, et alors que les participants sont en plein exercice, entre guillemets, quelque chose d'inattendu se produit. L'influence de la fameuse marque sur Casca, qui agit comme un aimant à entité démoniaque, attire des esprits malveillants qui prennent possession des corps des cultistes. Et c'est là que ça commence à partir en couille, sans mauvais jeu de mots. Ils commencent à se transformer en des monstres bizarres et commencent à attaquer tout le monde autour d'eux. Et au milieu de tout ce bordel, un homme portant une tête de bouc subit une des transformations les plus radicales. Son corps entier se métamorphose et il devient un monstre vraiment dangereux. Plus dangereux que les autres en tout cas. Et cette espèce de psychopathe repère Casca dans la foule, qui s'est retrouvée seule au milieu de ce chaos après s'être égarée. Elle qui est totalement incapable de comprendre ce qui se passe et encore moins de se défendre. Le démon tente de l'agresser. Voilà, encore une fois. Il y a beaucoup de tentatives quand même dans ce manga. Et le pire c'est que ses organes de reproduction sont représentés par des serpents. C'est vraiment dégueulasse. Et du coup avec ça il commence à la toucher, etc. C'est plutôt dérangeant à regarder, mais heureusement Guts arrive au bon moment et lui coupe son putain de serpent avec son épée géante. Et juste après ça vient le combat entre Guts et le bouc, et Guts arrive à le buter avec une bombe. On peut dire que cette séquence restera gravée dans la mémoire des lecteurs et des fans du manga. Passons maintenant à la scène du cheval possédé. Je rappelle vite fait le contexte. Au début de l'arc de la conviction, Guts enlève Farnèse, le commandant des chevaliers de la Sainte Chaîne, qui le pourchassait. Il la prend en otage et l'emmène dans la forêt, la forçant à chevaucher avec lui. Il la dépouille de ses vêtements, la laissant dans un état de vulnérabilité et d'humiliation extrême. Déjà là, c'est pas facile pour elle. Mais les choses empirent drastiquement pendant la nuit. Ce qui suit est l'une des scènes les plus malaisantes jamais dessinées dans un manga. Farnèse tente de s'enfuir et tombe sur un cheval. Là, on se dit tous, bon, un cheval, c'est noble, c'est majestueux, c'est une créature qui est plutôt sympa de base. Et bien là, non. Elle tombe sur un cheval qui est plutôt dégueu, avec des grands yeux de psychopathe et un sourire un peu pervers. Et lui aussi, comme d'habitude, on va dire, il a des pulsions dès qu'il voit Farnèse. Farnèse, quand elle voit ça, elle tombe directement, et le cheval essaye de se mettre directement dessus. Il commence à la lécher un peu le corps. C'est un peu dégueu et elle est incapable de fuir, totalement pétrifiée par la peur et l'incompréhension face à cette situation qui dépasse l'entendement. Ses intentions deviennent rapidement évidentes et il est prêt à l'agresser de la pire façon possible. Décidément, dans ce manga, on dirait limite que c'est normal. Et c'est pile à ce moment-là que Guts arrive au bon moment encore une fois, qui intervient in extremis et qui coupe directement la tête du cheval d'un coup d'épée, frôlant la gorge de Farnèse. Et après t'as Guts qui lui dit « Si tu veux survivre, reste à côté de moi ». Franchement, c'était pas sa meilleure journée à elle. Passons maintenant en tier S, la pire scène de l'animé et du manga. Et si vous avez déjà regardé Berserk, je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit tout simplement de l'éclipse. Le point culminant de l'arc de l'âge d'or est sans doute la séquence la plus traumatisante de l'histoire du manga. Moi je rappelle très vite fait le contexte. Avant le déclenchement de l'éclipse, Guts décide de se barrer de la troupe du Faucon, Griffith se pète un câble et commence à avoir envie de se taper la fille du roi de Midland. Mais il se fait cramer, et donc il se fait emprisonner et torturer. Mais la troupe du Faucon décide de le sauver, et Griffith active involontairement son B-Elite, déclenchant l'éclipse. La troupe du Faucon est transportée dans une dimension alternative cauchemardesque où le ciel se transforme en une marée de visages torturés, avec plein d'apôtres autour d'eux, et c'est là qu'apparaissent les God End, qui expliquent à Griffith qu'il peut transcender sa condition humaine et renaître comme l'un d'entre eux, mais à une condition qu'il sacrifie ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire ses compagnons. Et bon, il réfléchit, mais il fait le choix de tous les sacrifier. Et l'enfer commence à se déchaîner. Tous les membres de la troupe du Faucon sont marqués d'un stigmate démoniaque, qui désigne que ce sont des proies pour les apôtres. Et ce qui suit après ça est un massacre d'une brutalité inouïe. Du sang partout, du sang, des gens qui se font manger, toute l'équipe se font déchiqueter. Pipine, le géant de la troupe, se fait littéralement déchiqueter en deux. Gaston, cette espèce de golemon, se fait avoir par une illusion et se fait arracher le crâne. Judo arrive à sauver Casca, mais il se fait aussi buter. Et après ce massacre, seulement 2 personnes survivent, Guts et Casca. Guts qui se retrouve face à Griffith, ou plutôt Femto, juste à côté de Casca. Et là on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Cette espèce d'enfoiré commence à la toucher. Devant Guts, qui est actuellement son mec. Guts devient littéralement fou de rage, et donc il court vers lui, mais il se fait attraper le bras. Et il est donc bloqué, condamné à regarder
regardez l'acte. Et Femto va encore plus loin, il commence littéralement à la foudroyer. Devant Guts qui est fou de rage. Tellement fou de rage qu'il finit même par se déchiqueter le bras. Mais même fou de rage, Guts ne peut absolument rien faire et il est bloqué par les apôtres. Et pendant littéralement 20 minutes, il est condamné à rester bloqué comme ça, à regarder sa meuf en train de se faire Plus sérieusement, c'est vraiment une scène qui est plutôt horrible. Et personnellement, je n'ai jamais vu de scène plus hardcore que celle-là. Dites-moi en commentaire s'il existe une scène pire que celle-là. Pour moi, ça n'existe pas.